Donc, je vais présenter très rapidement les deux intervenants que nous allons entendre. Nous aurons 1 heure en tout pour cette phase d'expression et ça sera suivi d'une phase de débat, 16h30, 17h30. Hein. Pour ce qui concerne Benjamin Stora, qui interviendra donc en premier, je pense qu'il n'est pas trop utile ni indispensable de le présenter. Ses ouvrages sont extrêmement nombreux. Ils occupent tout un rayon de bibliothèque pour ceux qui les ont. Et je citerai simplement les deux ouvrages qui relèvent à la fois de l'égo-histoire, de la biographie, de l'égo-histoire, de la biographie et de l'histoire, qui concernent les Juifs d'Algérie, les 3 exils juifs d'Algérie, et le dernier en date, c'est l'arrivée de Constantine à Paris, 62-72. Bon, ça, c'est les ouvrages d'égo-histoire. Et puis, il a dirigé, co-dirigé, il a fait partie du comité scientifique, plus exactement, à un ouvrage qui faisait suite à une exposition hommage au musée d'art et d'histoire du judaïsme dans le Marais. Et le livre, le voilà. J'ai trouvé personnellement que l'une de ses qualités, en dehors de la contribution de Benjamin Stora sur, en gros, les Juifs dans la guerre d'Algérie, hein, mais c'est pas intitulé comme ça, mais c'était bien ça le thème, et puis d'une autre, notamment de Michel Abitbol, j'ai repéré, et aussi Philippe Auriol. Je tiens à citer les noms de ces 2 collègues parce que leurs travaux sont aussi importants sur cette page d'histoire. Donc, en dehors de ces textes-là, il y en a d'autres dans ce livre Juifs d'Algérie qui portent plutôt sur les Juifs du bassin méditerranéen. Il y a toute une série de cartes que j'ai particulièrement appréciées parce qu'elles portent sur l'implantation, cartographie des communautés juives dans l'époque punique et carthaginoise, à l'époque romaine, à l'époque hellénistique, à l'époque médiévale, y compris après l'arrivée de l'islam. Et ensuite, il y a les migrations des Juifs d'Espagne, et puis les communautés juives pendant la période de l'Algérie française, hein, de la colonisation française, et puis ensuite l'exil. C'est des cartes que j'ai trouvées très bien faites, qui permettent de reconstituer cette histoire dans le bassin méditerranéen des communautés juives. Donc c'est un ouvrage qui est publié par le MAGE, Juifs d'Algérie, et je signale, mais sans m'étendre, l'histoire des relations entre juifs et musulmans. Alors là, c'est les musulmans, c'est un peu plus large, des origines à nos jours, et c'est co-dirigé par Benjamin et par Abdelwahab Medeb, qui est donc un des chercheurs originaires de Tunisie, qui a fait des travaux importants, des émissions aussi sur France Culture, et l'ouvrage est tout à fait intéressant. Voilà, alors, le sujet, une fois les intervenants présentés brièvement, le sujet que nous allons aborder, c'est celui du thème dont j'ai donné lecture tout à l'heure, et il y a à la clé, si je puis dire, quand on aborde ce sujet, un débat historiographique qu'il s'agit de mentionner et qui concerne les rapports entre juifs et musulmans dans le monde arabo-musulman et tout particulièrement dans le Maghreb. Il y a en gros 2 thèses opposées qui s'affrontent. Il y en a une qui consiste à dire qu'il y a eu toujours un antagonisme, une violence, des persécutions récurrentes à l'égard des Juifs dans le monde arabo-musulman, que ça n'a pas arrêté. Ça a commencé dès l'arrivée de l'islam au Maghreb et en péninsule ibérique, et ça a continué partout et tout le temps. Voilà, c'est en gros, je dirais,
ce collègue historien qui s'appelle Georges Bensoussan, qui la défend, l'incarne, si je puis dire. Là, c'est l'un de ses ouvrages, Les Juifs dans le monde arabe, la question interdite. Voilà, parce qu'on n'a pas interdit on a interdit d'en parler, dit-il, et c'est lui qui avait soutenu, lors d'une émission de France Culture, l'idée que les musulmans buvaient l'antisémitisme dans le lait de leur mère. Voilà, dès le lait de leur mère, voilà, c'était en quelque sorte propre à cette population, et ça concernait aussi bien le Maghreb ou le monde arabe que l'immigration en France. Et ça a donné lieu à un procès dans lequel la Ligue des droits de l'homme était impliquée. C'était Michel Tubiana qui plaidait pour elle. Et on s'est retrouvé, la Ligue des droits de l'homme s'est retrouvée à côté de la LICRA, c'est pas fréquent, et à côté d'autres associations, SOS Racisme, etc., en première instance. Ça a fait du barouf à la LICRA, m'a dit celui qui s'est occupé longtemps de la revue Le droit de vivre, et qui était à la Ligue des droits de l'homme pendant des années auparavant, qui est resté un ami, Antoine Spire. Voilà. Donc ils ont eu pas mal de départs, ils ont perdu un tiers de leurs adhérents, m'a-t-il dit, à cause de cette action contre Georges Bensoussan. Georges Bensoussan, Annette n'est plus là pour nous en parler, mais il a aussi été responsable à un moment des cahiers de la Shoah, et comme du mémorial de la Shoah, et comme sous un pseudonyme, il publiait une certaine analyse de l'islam en France et des quartiers, etc., eh bien, le territoire perdu de la République, eh bien, bon, ça a conduit à un certain nombre de débats au sein de l'équipe du mémorial de la Shoah et à son départ du mémorial de la Shoah. Voilà. Donc, ce qui est aussitôt reproché à la Ligue des droits de l'homme, en l'occurrence, par un certain nombre d'intellectuels, dont l'un qui anime une émission néanmoins intéressante sur France Culture le samedi matin. Pas toujours intéressante, mais quelquefois. Bon, en tout cas, la Ligue des droits de l'homme était le grand censeur qui faisait la pluie et le beau temps au mémorial de la Shoah. Voilà. Bon. Donc, pas de regret, parce que je pense que cette thèse des Juifs et des musulmans en conflit incessant dans le monde arabe, depuis le 7e siècle jusqu'à aujourd'hui, etc., a été démontée par des ouvrages beaucoup plus scientifiques. Les deux que j'ai cités tout à l'heure, celui publié par le MAJ et celui co-dirigé avec Abdelwahab Medeb. Et le MAJ a fait plusieurs rencontres, plusieurs colloques avec notamment l'historienne Lucette Valency et d'autres, sur justement l'histoire du judaïsme dans l'espace arabo-musulman. Et il y a eu là-dessus aussi une exposition à Lima, à l'Institut du monde arabe, à laquelle encore Benjamin a collaboré aussi, qui était remarquable. Donc il y a un ensemble de travaux scientifiques qui, à mon avis, balayent cette thèse simpliste de l'antagonisme permanent juif, musulman, dans le monde arabe. Donc, merci beaucoup pour votre invitation. Alors évidemment, comme on a très très peu de temps sur un sujet gigantesque, je renvoie pour cela à tous mes ouvrages, dont Histoire des relations juifs-musulmans, 1200 pages, 120 chercheurs. Donc je vous conseille pour vos longues nuits d'hiver. Vous avez là de quoi faire, je crois. Je ne vais pas détailler l'ensemble de ces questions. Je poserai simplement quelques questions rapides. La première, c'est à partir de ma propre expérience sur l'exposition dont vient de parler Gilles, qui s'appelait Juifs d'Orient, qui s'est tenue à l'Institut du monde arabe, dont j'ai été le commissaire général. Et cette exposition a remporté un succès considérable, puisqu'en l'espace seulement de 2 mois, il y a eu 100 000 visiteurs.
dont la plupart étaient d'ailleurs des membres de la communauté juive, qui découvraient, à travers cette exposition, la richesse, l'incroyable prolifération, disons, d'artistes, entre guillemets, disséminés sur l'ensemble du bassin méditerranéen, de cette civilisation judéo-musulmane. Et ça a été pour eux une très grande découverte au niveau des vêtements, au niveau de l'artisanat, et bien sûr de la philosophie, Maïmonide, enfin bref, il y avait tout un cheminement historique tout au long de cette exposition qui montrait que pendant 1500 ans, les Juifs et les musulmans ont vécu ensemble. 1500 ans. Hein, c'était pas 3 mois, hein, ni 6 mois, ni la guerre d'Algérie. C'était 1500 ans. C'est beaucoup, 1500 ans. Et donc, tout d'un coup, ce public, notamment jeune, découvrait, disons, sur le plan, j'allais presque dire, physique, parce que la mémoire des Juifs du Maghreb sur le plan physique tend, elle aussi, à disparaître avec les générations, puisqu'il y a de moins en moins de Juifs au Maghreb. Donc, à partir de ce moment-là, ils découvraient sur le plan physique, je parle des jeunes générations, eh bien, une existence commune, tout simplement, au niveau de la langue, de la nourriture, de la littérature, de la poésie, de la philosophie, de la médecine. Ils découvraient tout ça. Ils disaient, mais c'est incroyable. Donc, ils ont vécu ensemble pendant 1500 ans. Donc, c'est la première observation que je voulais vous faire, c'est le temps long, c'est-à-dire la question de la durée historique, qu'on a du mal à percevoir, parce qu'on l'a malheureusement, l'époque étant à la mode du raccourci historique de l'immédiateté, il est évident qu'on a du mal à se projeter dans une durée historique. La deuxième question, bien sûr, qui me paraît très importante, c'est, disons, le moment historique des fracturations entre juifs et musulmans. Parce que sur le temps long d'une vie commune, qui a plusieurs origines, je n'ai pas le temps de le développer. Vous avez eu des berbères judéisés, vous avez des juifs venant d'Espagne avec les musulmans en 1492, etc., etc. Tout ça, je ne peux pas, bien sûr, Frédéric Abécassis, ici présent, est beaucoup plus savant que moi encore sur toutes ces questions, il pourrait très bien vous l'expliquer. Donc je dirais qu'il y a une population juive et musulmane qui vivait ensemble à différents moments de l'histoire, du 8e siècle, le 13e siècle, 15e siècle, etc. Certains sont, à la suite de l'Espagne, sont allés se réfugier dans l'Empire ottoman, et non pas en Pologne. Et par conséquent, disons, et l'Algérie, de ce qu'on appelait l'Algérie aujourd'hui, mais qui était plus vaste que ça, eh bien, c'était l'Empire ottoman. Il faut quand même bien se représenter tout cela. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est que cette existence commune, qui a été très longue, a été effectivement parsemée à la fois de violence et de convivialité, ce que Medeb appelait la convivence, en parlant de l'Andalousie. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois des choses qu'ils effectuaient ensemble, et puis en même temps, ils étaient séparés, mais c'était un univers, c'était à la fois, disons, un imaginaire commun, c'était le même monde. Ce monde commun, en fait, était régi aussi par quelque chose qui est très important à analyser, qui est le statut de la loi coranique, de la charia, c'est-à-dire la dimitude, c'est-à-dire le fait que le sujet non musulman est à la fois protégé et soumis. C'est la loi coranique, c'est la charia où le sujet est à la fois soumis et protégé. Bon, alors je ne peux pas développer là-dessus. Donc ce monde vivait de cette manière-là, dans l'Empire ottoman, fondamentalement, et jusque dans le Marzen, c'est-à-dire le Maroc actuel, ce qu'on appelle le Maroc actuel. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que cet univers, tout d'un coup, se rompt ? Il y a un phénomène historique qui est très simple, c'est l'irruption coloniale. La fracture coloniale, l'entrée, disons, de la colonisation, va bouleverser l'univers traditionnel de ce monde indigène. Je dirais monde indigène, musulman et juif. Il va le bouleverser considérablement. Donc on ne peut pas dire qu'on a eu tout le temps le paradis et tout le temps l'enfer. Vous voyez, c'est pas les 1500 ans, c'est une pensée ahistorique que de considérer que toujours les choses se passent de manière fixe et linéaire. Non, il y a eu effectivement des moments de rupture. Et un grand moment de rupture a été l'arrivée coloniale et le détachement de ce qu'on appelle l'Algérie d'aujourd'hui, qui est immense, de l'Empire ottoman, donc qui sortit de l'Empire ottoman, qui rentre dans l'orbite française, et à partir de là, eh bien, vous avez comme vous le savez, c'est très célèbre, tout le monde le sait, eh bien, le fait qu'une minorité juive va, par le décret Crémieux, devenir française, à la différence de la majorité musulmane indigène, et donc qui va créer, disons, une séparation de facto, disons, entre deux populations indigènes qui parlaient la même langue, l'arabe principalement,
un petit peu le Chaoui, un petit peu le Berbère, enfin le Kabyle, bon, dans certaines régions un peu reculées paysannes, parce qu'il y avait des juifs paysans dans le bled. Donc cette fracturation-là, elle est décisive. Elle est tout à fait centrale parce que elle était à la fois, pour les juifs, facteur d'émancipation et de sortie de la dimitude, et donc de rentrer dans l'égalité citoyenne, c'est clair. Et certains l'avaient même réclamé avant le décret Crémieux. C'est-à-dire qu'avant le décret Crémieux, il y avait déjà des grandes familles juives d'Algérie, dont la mienne, qui a demandé à être française pour accéder et entrer dans la cité française, sous l'effet, bien sûr, de toute une série de propagandes faites par l'Alliance israélite universelle, qui expliquait que la France apportait les Lumières, la Révolution française, l'émancipation, etc., etc. Donc à partir de là, il y a des notables appartenant aux classes supérieures aisées ont demandé l'entrée dans la cité française avant le décret Crémieux de 1870. Et ensuite, le travail qu'a fait l'Alliance israélite a permis de faire en sorte que ce basculement s'opère à partir de 1870. Mais on peut dire, et là vous allez voir que la Ligue des droits de l'homme va intervenir, parce que quand même il faut que je parle de la Ligue des droits de l'homme, c'est normal puisqu'on est invité. Et là vous allez voir pourquoi. Eh bien c'est parce que lorsque les Juifs deviennent français en 1870-71, bon, avec le décret, ils ne deviennent pas culturellement français automatiquement, vous imaginez bien. En une nuit, ils ne quittent pas leurs vêtements traditionnels, ils arrêtent de parler l'arabe, ils parlent tous en français et ils aiment Victor Hugo. Non, bien sûr, il faut un peu de temps. Donc, comment ça se passe, l'entrée, ce qu'on appellera l'assimilation culturelle? Eh bien, ça se fait essentiellement par des moments historiques très précis. Et il y en a un de moments historiques très précis, en Algérie notamment, et pas seulement, et dans tout le reste du monde méditerranéen, c'est l'affaire Dreyfus. Parce que l'affaire Dreyfus va être un moment charnière, décisif, extrêmement important, qui va pousser les Juifs d'Algérie, et pas seulement, mais dans le reste aussi de ce qu'on appelle le monde arabo-musulman, à regarder vers la France. C'est-à-dire que c'est à la fois dans un pays, la France, où un Juif devient capitaine, et il y a une affaire, et il y a toute une bataille qui se livre, qui se mène, et donc une grande partie, disons, des Juifs d'Algérie notamment, mais pas seulement, vont, disons, être extrêmement sensibles à des organisations comme la Ligue des droits de l'homme. Ils vont donc en faire partie. Ou après, bien sûr, il y a le Grand Orient de France, il y a tout ce qui va avec. Vous avez ensuite la Fédération de l'Éducation nationale, jusqu'à la MGEN. Bon, je rigole. Donc on a par conséquent toute la lignée qui est derrière. Donc mon grand-père était grand maître du Grand Orient, de tout l'Est algérien, des Aurès, etc. C'est-à-dire qu'il y a par conséquent une accélération de l'entrée dans la République française, et non plus seulement de la nation, une sortie de la dimitude et l'adoption, disons, de ce qu'est la France dans sa version républicaine, donc de la gauche républicaine. Donc une très grande majorité, pendant très longtemps, de Juifs d'Algérie vont être, entre guillemets, de gauche, c'est-à-dire se réclamant, disons, de la Ligue des droits de l'homme, de la SFIO de l'époque de Jean Jaurès, c'est-à-dire ils vont se réfugier dans des instances, des organisations, etc., qui sont protectrices pour eux. Ils vivent, disons, ces combats, ces organisations, comme le moyen de leur propre protection en tant que communauté, parce que éclatent à cette époque-là des émeutes anti-juives très violentes en Algérie, très très violentes. D'ailleurs, vous allez très vite comprendre, en citant deux noms, Max Régis, qui sera député d'Alger, il a un journal très simple, dont le titre est très simple, l'anti-juif. Non, c'est très clair, c'est net, vous voyez, c'est pas de truc. Et deuxième député d'Alger, très important, Édouard Drummond, député d'Alger. Donc c'est lui, bien sûr, qui, comme vous le savez, va écrire La France juive, etc., etc. Donc c'est pour vous, je donne ces deux noms-là pour vous prouver à quel point l'antisémitisme était extrêmement violent en Algérie. Mais l'antisémitisme européen, extrêmement violent. Il y a eu saccage de synagogues à Oran, il y a eu tout un travail là-dessus de Geneviève Darmenja et d'autres qui ont fait des thèses et qui expliquaient cette poussée extraordinaire de l'antisémitisme européen, dans la région oranaise en particulier, et qui va pousser, disons, les Juifs d'Algérie dans les bras de la gauche républicaine, de manière très forte, jusqu'à la guerre de 14, évidemment. Et à partir de là, ils deviennent réellement, ils se vivent enfin comme Français. Donc vous voyez le temps que ça met, entre 1860 et 1914, ça ne s'est pas fait en un seul jour, c'est évident. Et donc à partir de là, pour aller vite, lorsque il y a l'abrogation du décret Crémieux, qui est quand même la grande revendication de l'extrême droite française, qui n'a cessé de faire campagne pour l'abrogation du décret, comme on disait à l'époque, on disait le décret, c'était même pas la peine de dire Crémieux,
pour l'abrogation du décret. Le premier geste que fera Pétain le 3 octobre 40, c'est l'abrogation du décret Crémieux, et donc les Juifs d'Algérie redeviennent des indigènes, c'est-à-dire qu'ils sont privés de tous les droits de la citoyenneté française. Et là, la grande question qu'on pourrait se poser, et je ne vais pas être très long, la grande question qu'on peut se poser, c'est à ce moment-là, c'est-à-dire entre 40 et 43, c'est-à-dire le moment où ils sont indigènes et ils ont perdu la nationalité française, et qui a mis du temps d'ailleurs, c'est De Gaulle qui rétablit le décret Crémieux, parce que Giraud était contre, était antisémite. Pourquoi à ce moment-là, les Juifs d'Algérie, étant redevenus des indigènes, ne reviennent pas ou ne regardent pas vers un nationalisme algérien en train de se constituer, sous l'égide de personnages très importants comme Ferhat Abbas ou Messalit Hadj, qui sont je prends les deux leaders principaux des grands courants politiques de l'époque. Ferhat Abbas qui était un républicain musulman assimilationniste. Alors je sais qu'il faudrait que je détaille chacun de ces mots, mais je n'ai pas le temps, il est très tard. Donc Ferhat Abbas et Messalit, qui étaient partisans à l'époque d'une sorte d'indépendance dans l'interdépendance sur le modèle Commonwealth. Donc ils étaient anglais, Commonwealth britannique. Donc ils étaient tous les deux, disons, et ils proposaient une version d'un nationalisme algérien. Ferhat Abbas, dans sa version républicaine, pas indépendantiste à l'époque, mais assimilationniste, c'est-à-dire réclamant l'égalité, et Messalit réclamant, disons, une forme d'indépendance dans l'interdépendance. Et donc, pourquoi est-ce que les Juifs d'Algérie, à ce moment-là, c'est une question qu'on peut se poser, ne regardent pas vers eux, c'est-à-dire vers ce courant qui va se constituer sur un nom qui s'appelle les Amis du Manifeste de la Liberté, les AML, où il y aura 100 000 adhérents, principalement des musulmans, et ne regardent pas, disons, vers la perspective de créer une nouvelle nation, je veux dire algérienne, se débarrasser du système colonial, et avec l'égalité politique. Ça, c'est une question extrême. Et pourquoi, au contraire, ils vont se battre pour réintégrer la nationalité française. Et je crois que cette question entre 43 et 45 est une question extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que, en fait, une grande majorité des Juifs d'Algérie vont et veulent redevenir français parce qu'ils ont peur de revenir au statut du dhimmi, c'est-à-dire de revenir à leur statut qui était celle de l'avant décret Crémieux. Donc l'argumentation d'une majorité de Juifs d'Algérie, c'est celle-là. Mais aux deux extrémités de cette communauté, il y a ceux qui pensent qu'à cause de Vichy, plus rien ne sera comme avant, et donc ils vont devenir communistes. Et il y a beaucoup de Juifs qui vont être communistes, les sportifs, je ne vais pas faire tout le nom de Timsit, etc., qui vont d'ailleurs s'engager après dans la guerre d'indépendance algérienne. Et de l'autre côté, il y a ceux qui pensent que plus jamais ce sera comme avant et qui vont devenir sionistes. C'est-à-dire que vous avez à la fois les communistes, à une extrémité du spectre de la communauté, à de l'autre côté du spectre, dans la jeunesse principalement, des sionistes de gauche. Dans les deux cas, et vous avez une immense majorité qui, elle, dit, grosso modo, nous n'avons pas obtenu suffisamment de garanties de la part des dirigeants du nationalisme algérien quant au sort du statut, disons, futur de la communauté juive en Algérie. On n'a pas suffisamment de garanties sur ça. Et donc, vous avez, les choses sont encore ouvertes à cette époque-là. Mais tout va se refermer en 1945, il va y avoir les massacres de Sétif, donc un fleuve de sang, et donc une radicalisation du nationalisme algérien, incontestable. Je veux dire, bon, ça va être très, très, très fort, et avec, disons, les velléités, les motivations de passage à la lutte armée qui commencent dès cette époque-là, en 47, 48, 50, etc. Et donc une très grande radicalité, y compris sous une forme plébéienne populiste, qui vise à créer, disons, une nation, qui soit homogène, sur le plan culturel, religieux et ethnique. Donc arabo-musulmane, ce qui met de côté par conséquent aussi, par exemple, la question berbère. Il y a la question berbère en 48-49, qui est posée par des nationalistes algériens, est écartée au profit d'une dimension homogène, qui va être celle du nationalisme algérien, y compris après l'indépendance, c'est-à-dire celle d'une volonté, disons, culturelle, hégémonique arabo-musulmane, indépendamment de ces minorités, à la fois juives, berbères, chrétiennes, tout ce qu'on voudra. Et donc le débat est tranché à cette époque-là, en 48-50, par le nationalisme algérien, et donc il va se rigidifier pendant la guerre d'Algérie, et poussant la majorité de la communauté juive, devenue assimilée à la République française depuis longtemps, c'est-à-dire depuis 6 générations, à aller vers la France et non pas vers Israël.
Il y aura une petite partie qui ira vers Israël, mais l'immense majorité ira vers la France. Cette question-là, enfin, vous voyez, je vais très très vite, hein, c'est un survol, disons, historique, hein, bien sûr, hein, il y aura sûrement des questions, des trucs, etc. Mais ce survol historique pour dire que, dans le fond, ce sont les fracturations historiques qui expliquent les relations compliquées entre juifs et musulmans. C'est-à-dire, c'est pas, si on a une dimension, bien sûr, exclusivement biblique, religieuse, etc., alors évidemment, vous avez un affrontement perpétuel religieux, c'est normal, puisque vous avez une conception exclusivement religieuse. C'est-à-dire, vous avez des interprétations religieuses différentes, et donc des conflits ad vitam aeternam. Ce qui n'est pas si simple non plus, parce qu'il y avait dans l'Algérie d'avant, ou Tunisie, c'était le même pays d'avant, vous aviez des pratiques syncrétiques religieuses, c'est-à-dire entre l'islam et le judaïsme. Là, ça se complique encore plus, là, on va compliquer encore, hein, de sorte que vous aviez dans ce syncrétisme des pratiques religieuses, vous n'aviez pas forcément d'opposition religieuse et de différenciation radicale. Hein, vous aviez effectivement un ensemble de vies communautaires où, par exemple, vous pouviez avoir des enfants juifs comme moi qui allaient prendre le lait d'une femme de ménage musulmane, hein, qui les élevait. Ce qui contredit la théorie de, je ne sais plus comment on l'appelait. Ça contredit cette théorie, ça la contredit, je crois, cette théorie. Donc, par conséquent, qui buvait le lait, donc, qui n'était pas juif. Donc, ça, qui était musulman, donc c'est grave, quoi. Donc, par conséquent, tout ça pour vous dire que les fracturations historiques multiples, qui, dans les 2 derniers siècles, pour aller vite, c'est-à-dire de 1830 à nos jours, c'est-à-dire à 2025, vont expliquer progressivement les séparations, vont expliquer progressivement les affrontements, vont expliquer progressivement l'impossibilité quelquefois de retour en arrière. C'est-à-dire, et non pas comme des situations jouées d'avance. Si on a une conception de l'histoire où tout est réglé par avance, tout est joué d'avance, il n'y a plus besoin d'avoir d'histoire. Or, c'est tout l'inverse. C'est l'histoire qui détermine les choses. Et je terminerai en disant que cette question, elle s'est posée aux Algériens, par exemple, puisqu'on parlait de Boumengel, puisque, comme vous le savez, j'ai fait un rapport où on a demandé la reconnaissance de l'assassinat d'Ali Boumengel, qui est assassiné par Ossarès en 1957, et son frère, Mohamed Boumengel, a eu cette discussion avec Jean Daniel, qui m'a toujours marqué, parce que Jean Daniel dit, en 1961, à Tunis, quel va être le statut de la minorité juive d'Algérie après l'indépendance? Parce que l'indépendance arrivait, il y avait des négociations avec De Gaulle, c'était quasiment inévitable, ça devenait inéluctable, quoi. Et Boumengel lui répond, le frère, hein, celui qui était vivant, et Boumengel lui répond, écoute, Jean, le problème c'est que le balancier a tellement été fort dans un sens, pendant 132 ans, que je vois mal comment on va pouvoir rétablir l'équilibre. Ça va être très difficile. Donc je te préviens d'avance, ça va être très difficile. Ça va être compliqué. Et c'est par ce questionnement que s'ouvre, d'ailleurs, mon livre, dans l'arrivée, le dernier, petite publicité personnelle, l'arrivée s'ouvre par cette scène-là. C'est-à-dire lorsque des dirigeants du FLN vont à Constantine chez mon père, et que mon père leur pose cette question. C'est-à-dire quel va être le statut juridique dans le futur État. Et ils refusent de lui répondre et de définir de manière catégorique quel va être ce statut. C'est à ce moment-là que mon père a dit, bon, on s'en va. Parce que si on n'a pas de réponse claire sur le futur statut qui seront la nôtre comme minorité, on ne peut pas rester. Donc on est obligé de partir. Mais en 61-62, disons que la question se pose encore. Je veux dire, c'est pas fini. La question n'est pas achevée. Elle se pose encore. Je veux dire, quel va être le statut, etc. Et elle n'est pas finie après l'indépendance. Il y a toute une bataille inconnue des Français, comme d'habitude, qui va se mener en Algérie sur quel va être le statut de l'État. Est-ce que c'est l'islam religion d'État ou pas? Et il y a toute une bataille qui va durer 1 an en Algérie pour savoir si c'est l'islam ou non qui sera religion d'État. Ça, on ne le sait pas non plus. Il y a une bataille avec des courants dits progressistes, communistes, berbéristes, entre guillemets, etc. C'est-à-dire que vous avez à l'intérieur du monde, de ce qu'on appelle le monde arabo-musulman, ce qui ne veut pas dire grand-chose, etc., vous avez eu sans cesse des batailles pour la redéfinition de la nation. C'était pas donné une fois pour toutes, c'était des batailles permanentes. Et en particulier, il y a une chose qu'on a oubliée aujourd'hui, c'est que beaucoup de membres de la communauté juive dans les années 1945-1960, par exemple, au moment de la décolonisation, pour essayer de répondre à cette question du statut, de minorité, etc., sont devenus communistes. Et les créateurs
des partis communistes du Liban, de l'Égypte, de l'Algérie, Henri Alleg, etc., sont des juifs. Ils ont essayé de contourner la difficulté, disons, du statut qui serait celui d'une minorité et ne pas revenir à la dimitude par le biais de l'internationalisme. C'est-à-dire qu'on dépasse la conception de la nation fermée pour créer une nation ouverte. Donc ce débat-là, il a été porté par toute une série de militants, qui ont d'ailleurs infusé à l'intérieur du nationalisme arabe, mais là on complique les choses, et ils ont été vaincus, en fait. Tout ce courant a été battu, tout ce courant a été vaincu. Il a été même, j'allais presque dire, écrasé physiquement. Ça, on l'oublie. Je veux dire, les gens... On ne peut pas comprendre la révolution iranienne, la contre-révolution iranienne, sans comprendre l'écrasement du Toudé. C'est-à-dire le parti communiste iranien, qui était gigantesque. C'est un grand parti communiste iranien, qui a été liquidé physiquement et qui a ensuite ouvert la voie à l'intégrisme religieux. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe au Soudan si vous ne comprenez pas l'importance du parti communiste soudanais, qui était gigantesque, qui était énorme, qui a été écrasé. Je veux dire, l'arrestation de tous les dirigeants du Parti communiste algérien en 1965. Je vous renvoie à un livre de Bachir Adjali qui s'appelle L'Arbitraire, c'est-à-dire où il a été torturé. C'est-à-dire que les militants, comme bien sûr les livres de Mohamed Harbi, moi qui est un grand historien algérien, qui raconte tout ce que je vous dis là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu toute une bataille qui s'est jouée dans l'après-colonisation sur la définition des frontières juridiques des États et de la société. Et que ces questions-là n'étaient pas jouées d'avance uniquement par la question de l'islam. Il y a eu des batailles qui se sont déroulées et qu'on veut absolument ignorer. On ne veut pas les regarder en face, elles n'existent pas, etc., etc. Et c'est à ce à quoi, disons, les historiens s'attellent, c'est d'essayer de revenir à une rationalité historique, à une connaissance du champ historique, plutôt que d'être emporté à chaque fois par le torrent des émotions. Je vous remercie.